Bienvenue dans le 19-20, bonsoir à tous. Lundi 8 février, voici nos titres. À 19h30, dans l'édition nationale présentée par Carole Gessler, un compte caché à l'étranger et un mensonge. Jérôme Cahuzac va expliquer sa vérité devant la justice. Une première journée d'audience sous tension et très médiatisée. Un scandale qui a entaché la République exemplaire voulue par François Hollande. Nous verrons quels sont les garde-fous qui ont été mis en place depuis. Dans l'actualité, en Picardie, la région balayée par des vents violents avec des pointes allant jusqu'à 118 km/h sur le littoral. La Somme reste en alerte orange pour vent et vagues submersion jusqu'à ce soir. La tempête Rusika a provoqué quelques dégâts sur son passage. Un policier mortellement blessé lors d'un exercice de tir. Cela s'est passé vendredi à l'hôtel de police de Beauvais. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Creil et l'inspection générale de la police nationale de Lille. Et puis un nouveau rendez-vous pendant ces vacances scolaires. Nous avons choisi de vous montrer la télé telle qu'on la faisait avant, avec chaque soir des archives sélectionnées par Julien Guéry. Première rubrique consacrée ce soir à la météo. Le sujet faisait déjà recette dans les années 60, vous verrez. 118 km/h sur la côte, 115 à Compiègne, 111 à Creil. Le vent a provoqué des chutes d'arbres, endommagé plusieurs toitures. Dans la Somme, les pompiers sont intervenus une trentaine de fois cet après-midi. On fait le point avec Jeanne Blancard et Jérôme Marignan. C'est la 30e opération de la journée. À Forest-Montier, près de la côte, les pompiers ont dû intervenir pour dégager cet arbre. Il est tombé juste à côté d'une habitation. On n'a plus d'électricité et plus de téléphone. Bon, l'électricité, c'est embêtant parce que mon mari, il est quand même avec l'apnée du sommeil, donc il a besoin d'électricité la nuit surtout. Mais bon, l'EDF, ils sont là, donc il n'y a pas de souci. Côté mer, des dizaines de promeneurs sont venus assister au spectacle. À Cailleux, des vagues de 4 mètres de hauteur ont été aperçues. Des images saisissantes qui ont laissé les spectateurs pantois. Puis là, la mer monte, donc les vagues sont de plus en plus grosses. C'est très impressionnant et c'est remarquable de voir un lundi autant de gens venir voir la mer. J'ai connu ça tout gamin et maintenant on a l'habitude. Mais c'est impressionnant quand même. C'est pas tout le temps que l'on peut voir des beaux spectacles comme ça et moi ça me plaît. Un plaisir qui n'est pas sans risque. Ici, Météo France a relevé des rafales allant jusqu'à 118 km/h. Pour le commandant Jourdain, il est important de respecter quelques règles de prudence. Les consignes de sécurité sont déjà de veiller la météo, d'éviter tout déplacement inutile, principalement sur le secteur côtier, en façade maritime, et en milieu urbain, dans les villes, de faire attention à tous les objets qui seraient susceptibles de tomber sur la voie publique et de s'en écarter en cas de chute. En tout, les pompiers ont mené 42 interventions sur la côte. L'alerte est maintenue jusqu'à 16h demain. Des vents violents qui ont également sévi dans les terres, exemple à Péronne, où 6 pompiers du groupement d'intervention en milieu périlleux ont dû intervenir cet après-midi pour sécuriser cette cheminée de la chaudière du centre hospitalier. Des éléments menaçaient de se décrocher. Écoutez. Alors là, on va se cantonner à sécuriser le morceau de ferraille qui risque de s'envoler. Et puis, on va préconiser aux responsables de l'établissement de faire passer une entreprise pour parfaire le travail. Parce que là, étant donné que les conditions sont dégradées, nous, on se limite à sécuriser vraiment la pièce. On attendait un coup de vent plus sur la côte et on l'a eu à l'intérieur des terres. Et c'est le genre de choses auxquelles on est confronté quand il y a un coup de vent comme ça. Et puis le trafic de certains trains a également été perturbé par des chutes d'arbres. C'est le cas notamment sur la ligne Paris-Laon ou Abbeville-Boulogne. Des autocars ont remplacé ces trains. Plus d'informations sur notre site internet. Dans le reste de l'actualité, le décès du policier blessé lors d'un exercice de tir. Vendredi, l'agent de la police aux frontières s'entraînait dans les locaux de l'hôtel de police de Beauvais lorsqu'il a été touché à la tête. On fait le point avec Arnaud Wust et Gilles Bezou. C'est dans l'hôtel de police que le drame a eu lieu vendredi dernier. Laurent Kerstemont de la police aux frontières s'entraînait dans le stand de tir. Il a été mortellement blessé à la tête par la balle d'une policière s'entraînant en même temps que lui. Dans le commissariat, l'émotion est à son comble. Ses collègues sont encore sous le choc. Tout comme les habitants du village où habitait le policier, il était papa de 3 filles. On en était resté à un monsieur très gentil, très courtois. Et franchement, là, la nouvelle, elle nous sidère, quoi. Moi, je suis peinée pour la famille. C'est dans un stand de tir similaire que le policier aux frontières devait régulièrement s'entraîner, en moyenne 3 fois par an.
Les conditions de sécurité y sont en théorie drastiques, les armes sont chargées et ils font des exercices en conditions réelles. L'entraînement au tir est primordial dans la vie d'un policier pour assurer sa sécurité et celle de ses collègues. La thèse de l'accident est privilégiée et comme nous le confirmait une source policière, ce genre d'accident est très rare. À Beauvais, il n'y en a eu aucun en 30 ans. C'est une affaire sensible. Pour preuve, nous avons contacté la direction départementale de la sécurité publique, la direction locale de la police des airs et des frontières et la préfecture. Personne n'a voulu répondre à nos questions. Une autopsie du corps du policier devrait bientôt être réalisée. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Creil et à l'inspection générale de la police nationale de Lille. En bref, dans l'Aisne, les rideaux sont restés baissés aujourd'hui dans ce supermarché de la Ferté-Milon. Il a été la cible d'un braquage hier matin. 3 malfaiteurs armés et cagoulés ont séquestré les salariés avant l'ouverture du magasin. Ils se sont fait remettre la recette de la veille. Le butin avoisinerait les 18 000 €. Des hommes qui ont pu prendre la fuite à bord d'une voiture volée, retrouvée brûlée. Les malfaiteurs sont toujours recherchés. On ouvre une page politique. On connaît désormais les principaux candidats au fauteuil de député laissés vacants par Xavier Bertrand dans la 2e circonscription de l'Aisne. Bonsoir Florent Loiseau. Bonsoir. Ces législatives partielles vont avoir lieu dans un peu plus d'un mois, les 13 et 20 mars. Oui, et pour l'instant, ils sont 8 à convoiter le siège. D'abord, on vous l'a dit, pour les Républicains, Julien Dive a été désigné hier par les militants. Il a 31 ans, maire d'Itancourt et proche de Xavier Bertrand. Face à lui, il y aura Sylvie Saillard pour le Front nationale, conseillère municipale à Saint-Quentin et toute fraîche conseillère régionale. Éric Norel est également sorti du bois, sans étiquette, mais se revendiquant de droite. Pour la gauche, cette fois, impossible d'arriver à une candidature commune. Anne Ferreira portera à nouveau les couleurs du Parti socialiste, ancienne conseillère régionale. Michel Magnier sera le candidat Europe Écologie Les Verts. Scission chez les communistes, il y a le candidat officiel de la fédération, Gérard Brunel, mais aussi Corinne Bécourt de la section PCF saint-quentinoise. Enfin, pour Lutte ouvrière, eh bien, il y aura Anne Zandinetas. La liste peut encore évidemment s'allonger. Alors Florent, en 2012, Xavier Bertrand avait été réélu député de justesse face au PS. Évidemment, on s'attend à ce que la donne soit différente cette fois-ci. Oui, en 2012, 222 voix seulement séparaient Xavier Bertrand d'Anne Ferreira. Il avait résisté à la vague rose suite à l'élection de François Hollande. Mais 4 ans après, on parle désormais de vague FN. Regardez les résultats des dernières élections sur la circonscription au départemental au second tour l'an dernier. 46% pour la droite, plus de 42% pour le Front national et moins de 12% pour la gauche. Au premier tour des régionales, 2 décembre, le FN de Marine Le Pen avait même devancé la liste de droite, pourtant menée par Xavier Bertrand, avec un PS toujours aussi faible. Bref, les lignes politiques ont bougé. Le FN est en embuscade et rêve de décrocher ce siège laissé vacant par Xavier Bertrand. Ce serait un peu une revanche des élections régionales. À chacun maintenant de mobiliser les citoyens pour les convaincre de retourner aux urnes, encore une fois, en plein mois de mars. Merci Florent pour ce point sur les législatives partielles à Saint-Quentin. La politique et les subventions, elles sont en baisse dans tous les secteurs. C'est notamment le cas dans le secteur de la culture. Dans la Somme, les 19 compagnies de théâtre professionnelles craignent de devoir faire avec beaucoup moins d'aide du conseil départemental en 2016. Un collectif vient d'ailleurs de se former. C'est le reportage de Jean-Pierre Ray avec Gérard Payen. Elles se sont regroupées pour être plus fortes face à leurs financeurs. Les compagnies professionnelles de spectacles vivants de la Somme ne veulent pas voir leurs subventions supprimées ou amputées. Celle du conseil départemental, c'est un coup de pouce pour l'emploi administratif, mais également une aide à la création. Quand on retire un petit bout et qu'on sait qu'en ce moment on va nous retirer d'autres bouts, oui, l'inquiétude est là et c'est une période assez difficile à vivre. Au conseil départemental, on assure ne pas vouloir supprimer cette subvention de 160 000 € pour 19 compagnies. Mais avec l'explosion des dépenses sociales, notamment le RSA, le département veut économiser sur des secteurs qui ne sont pas dans ses compétences obligatoires. Il y a forcément une baisse du budget culture, puisque compte tenu du fait que le département a une compétence essentiellement sociale, on doit d'abord faire face à nos compétences obligatoires. Et donc, de ce fait-là, forcément, le budget, que ce soit culture, voire même sport, va être impacté par une baisse. Voilà, de combien, je ne la connais pas encore aujourd'hui, on est en train d'y travailler. Le 23 février, le conseil départemental recevra les compagnies pour leur faire des propositions
avec des contreparties. Celles-ci devront répondre à des appels d'offres et se produire dans les déserts culturels du département et dans les collèges. Nous, on a un travail à faire sur le territoire qui n'est pas qu'un travail de médiation culturelle. On n'est pas des animateurs, on n'est pas du placebo. Il faut qu'on nous considère aussi comme des artistes. On crée des œuvres, voilà. À partir de là, on peut faire de la transmission. Le collectif réclame un moratoire pour cette année sur un budget de fonctionnement culturel de près de 8 millions d'euros. L'aide aux compagnies du département représente 2%. Dans l'actualité sociale, la fin programmée de l'usine Céric à Soissons, une quarantaine d'emplois et le savoir-faire de ce fabricant de machines pour tuileries et briqueterie devrait donc disparaître avec la liquidation de cette entreprise. Le reportage de Rémi Vivenot et Éric Henry. Drapeau en berne sur un savoir-faire français. En rejetant vendredi les 2 offres de reprise de Céric Technologies jugées insuffisantes, le tribunal de commerce de Paris a probablement porté le coup de grâce d'une spécialité unique en France, au grand regret de ce dirigeant de l'entreprise. On aurait préféré effectivement qu'il y ait une cession. Cette cession aurait permis de maintenir l'emploi à Soissons, aurait permis de maintenir la marque, de continuer à produire des machines, et puis aurait favorisé, je dirais, l'avenir de l'ingénierie française, puisque l'entrepreneur était également un concurrent français, notre seul concurrent français. L'usine soissonnaise, ex-Pèlerin, fondée en 1901, était en pointe dans l'installation de briqueterie et de tuileries clés en main, spécialement en Algérie. Elle emploie 40 salariés, des employés aujourd'hui amers de voir mourir une belle entreprise. Une très belle entreprise avec des machines qui sont reconnues dans le monde pour leur robustesse et leur rendement. Donc c'est un petit peu dommageable et malheureusement, nous, on ne peut rien y faire à notre niveau et c'est très triste. Mais la chute du prix du pétrole notamment a causé l'abandon des contrats convoités par la société en Algérie. Elle n'en a pas trouvé d'autres. Ça fait maintenant 1 an qu'on n'a pas mis un seul contrat en vigueur, c'est-à-dire qu'on n'a pas reçu d'acompte de la part de nos clients. Nos clients nous font toujours confiance, ont toujours des projets, mais ils ont d'immenses difficultés à le financer, liées à la chute du pétrole et aux restrictions que fait le gouvernement sur les sorties de devises de dinars algériens. Le tribunal de commerce de Paris devrait logiquement prononcer la liquidation judiciaire de Céric Technologies jeudi matin. Cela, miracle, pourrait encore sauver l'entreprise. La journée mondiale de lutte contre l'excision, c'était samedi le 6 février, une mutilation qui est toujours en pratique dans certains pays d'Afrique et d'Asie. En France, les femmes originaires de ces pays ne sont pas épargnées, notamment dans le département de l'Oise et dans la Somme. Et dans la région, une consultation se met en place pour venir en aide à ces victimes. Au CHU d'Amiens, le reportage de Sophie Crimon avec Aurélien Barège. Pousser la porte d'une consultation contre les mutilations ne va pas de soi. Chacune porte le poids de la tradition, le plus souvent dans le silence. Cette patiente originaire de Guinée-Conakry a été excisée à l'âge de 7 ans au pays, comme on le fait depuis toujours à toutes les filles. On nous avait fait entrer dans les toilettes et c'est là-bas qu'on nous a excisés. Il n'y avait même pas d'anesthésie. D'accord. Vous avez eu mal pendant les jours qu'on suivit? Bien sûr. J'ai saigné pendant 1 semaine. Aujourd'hui encore, elle souffre d'infections à répétition. Vous avez souvent des infections urinaires? Les lèvres génitales aussi ont été coupées. Ça Atteinte dans son intégrité, elle ne ressent aucune source de plaisir. Le médecin aborde la possibilité de la réparation. L'exciseur ou l'exciseuse ne coupe que la partie très très superficielle du clitoris. Donc le médecin, il peut aller chercher un petit peu plus profondément le clitoris et le faire remonter pour qu'il soit à nouveau apparent. La reconstitution anatomique, elle est toujours possible dans l'absolu. Souvent, ça peut satisfaire les patientes. La sensibilité, on peut estimer entre 60 et 70% de récupération d'une sensibilité, avec une sexualité qui peut être satisfaisante. Autre point fondamental abordé pour arrêter la spirale de l'excision, quelle sera l'attitude de cette patiente pour sa propre fille? C'est ici quand même que j'ai pris ma grossesse et c'est ici que j'ai accouché. Et je sollicite à la France de me donner la protection vraiment pour ne pas que je rentre au pays. Et ma fille subisse aussi les mêmes faits que j'ai subis. Les grossesses sont un moment privilégié pour, 1, diagnostiquer et 2, informer les patientes sur cette condition qui ne doit pas être tabou et qui ne doit pas être une fatalité. Ici, on rappelle aussi que l'excision est un crime passible de prison. Malgré cela, 53 000 petites filles sont excisées chaque année en France.
À suivre dans ce journal, une rencontre avec un guide romancier. Il promène les visiteurs depuis 20 ans dans la maison de Jules Verne. Claude Tillier s'en est inspiré pour son 3e roman. Et puis nous irons à Dunkerque prendre le pouls de la ville alors que le carnaval bat son plein à la veille de Mardi Gras. On va maintenant regarder un peu en arrière, un nouveau rendez-vous chaque soir pendant ces vacances scolaires. Nous avons décidé de nous replonger dans les archives de notre chaîne. Bonsoir Julien Guéry. Bonsoir. Vous vous êtes penché sur des années d'archives et vous avez choisi ce soir de revenir sur les épisodes de Grand Froid. Oui, tout à fait. J'ai pu accéder à la base de données de l'INA et j'ai retrouvé des archives d'actualité régionale qui remontent à 1967, année où l'ORTF a créé le CAT, le Centre d'actualité télévisée de Lille. Top diapo. Alors de quoi va-t-on parler, Julien ? Eh bien écoutez, effectivement, j'ai trouvé des archives, des pépites, ce qui va nous permettre de parler pendant ces 2 semaines, par exemple, des vacances en Picardie, des inventions de leurs inventeurs, ce qu'ils ont développé aussi dans la région, de la façon de mettre en scène la musique aussi, parce que c'était quand même très particulier certaines fois, et les évolutions techniques aussi qui ont marqué l'histoire de l'audiovisuel en Picardie. Et pour aujourd'hui, on va parler météo. Alors je vous rassure, pas de grosses vagues, pas de bourrasques, mais quand même pas mal de neige. Qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, la neige transforme la vie des hommes. Qu'il tombe en rafale, qu'il tombe en douceur, les flocons blancs tapissent les paysages d'innocence. Alors si à l'époque on était poète à la télé, la neige était déjà un problème qui nous concernait tous. Rappelez-vous, c'était un temps où en hiver, il faisait froid. Alors pour avertir la population, on s'est mis à faire des éditions spéciales. Notre journal sera donc une très longue édition spéciale de 15 minutes. Et d'ailleurs, mes camarades qui seront tout à l'heure en plateau me prient de les excuser, car s'ils sont un peu en tenue négligée, c'est qu'ils rentrent à l'heure actuelle de ces reportages pour vous présenter ce soir l'édition spéciale Top Diapo, l'édition spéciale Le Froid. Édition spéciale Le Froid, de quand ça date ces images, Julien ? Eh bien là, nous sommes en janvier 1968. Le froid s'est installé en France en ce début d'année et le 9 janvier, c'est une véritable tempête de neige qui s'abat de la Normandie jusqu'au Lyonnais. Autant vous dire que la Picardie n'a pas été épargnée. Sur la route de Doulan, par exemple, la nuit a été blanche pour certains automobilistes. Monsieur, il y a combien de temps que vous êtes bloqué ? Je suis arrivé hier soir à 8h. Vous veniez d'où ? Je venais de chez Gaudière à Amiens. Ça vous fait donc 12 heures ici dans votre camion ? Oui. Alors j'ai fait prévenir par une personne, la gendarmerie, et les ponts et chaussées, parce que j'ai rien à manger, j'ai rien du tout. Alors c'est vrai, c'était une autre époque. Une époque où on protégeait les micros avec un simple mouchoir et où il suffisait d'être 6 pour soulever une voiture. Tout ça, finalement, ça n'a pas vraiment changé, Julien. Eh bien non, effectivement, la neige, le verglas ont toujours fait partie de nos meilleures audiences, faut bien le dire. Parler des aléas climatiques, c'est indémodable. Il n'y a plus de saison, ma bonne dame, n'est-ce pas ? Et puis, comme sur cette image, ça permet de parler de l'état des routes depuis son bureau et en tenue négligée. Ne l'oublions pas. Alors heureusement, l'aventure se termine bien puisque, comme le disait Vivaldi en parlant de son dernier album, après l'hiver... Eh bien, après l'hiver, il faut retourner le disque et le remettre au début. On a même frôlé les 25 degrés dès la fin mars cette année-là. D'ailleurs, 2 ans plus tard, en décembre 1970, la rédaction a préféré prendre les devants et conseiller les téléspectateurs. Comme vous allez le voir sur les images, vaut mieux prévenir que guérir. Et ça, c'était bien avant les bronzés font du ski. Et oui, nous sommes bien en hiver, monsieur Picard. Vous avez froid, mais pensez à votre voiture. Elle a couché dehors toute la nuit, la pauvre. Ah non, pas ça. La serrure est gelée. Vous auriez dû chauffer la clé avant de l'introduire. Afin d'éviter un tel inconvénient, vous pouvez également tremper la clé dans la réserve du liquide de frein. Puis, vous l'introduisez dans la serrure à plusieurs reprises. Et oui, le moteur est froid. Il ne part pas au quart de tour. Vous allez caler encore longtemps. Oui, mais ils ne seront peut-être pas toujours là pour vous venir en aide. Vous actionnez le démarreur quelques secondes, vous attendez et vous recommencez. Et voilà, votre patience est récompensée. Bonne route, monsieur Picard.
Et demain, Julien, de quoi allez-nous vous parler? Eh bien demain, les vacances scolaires viennent de commencer. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on parle des vacances de Monsieur Picard demain. Enfin surtout de celles de ses enfants. Voilà, à vous les studios. Merci Julien, on vous retrouve donc demain avec de nouvelles archives à explorer. Guider les visiteurs dans la maison Jules Verne depuis 20 ans, ça donne envie d'écrire. Claude Tillier vient de publier son 3e roman, un roman fantastique dont l'action se déroule en grande partie dans la maison à la Tour. Laurent Pénichou l'a rencontré, regardez. Satania se tenait derrière le carreau. Elle était exactement telle qu'elle s'était décrite. Âgée de 7 ans et demi, elle possédait une interminable chevelure noire qui masquait ses yeux et son absence d'oreilles. Néanmoins, j'aperçus son regard injecté de sang. Du fantastique chez Jules Verne, comme une évidence. Lorsque son éditeur lui demande un roman dont l'action se déroule dans la maison de l'Auguste Jules, Claude Tillier s'inspire du maître et mêle fiction et réalité, dans un décor qu'il connaît comme sa poche. J'effectue des visites guidées, mais j'anime aussi des ateliers d'écriture. Et je me suis dit, à un moment donné, il faut forcément faire visiter cette maison dans l'ouvrage. Et ceux qui vont me lire, les lecteurs, vont forcément penser que je travaille déjà comme guide. À la base, donc du coup, j'y suis allé carrément. Et presque tous les personnages du roman existent vraiment ou ont existé. L'auteur, mais aussi son ami Grégory, son fils Antoine, son chien Hellboy, toute une galerie de personnages réels, partage le fil des pages avec Satania et Jules Verne lui-même. J'ai toujours été passionné, poursuivit Jules, par le parascientifique, les arts magiques. La surprise a apparu sur notre visage. Oui, reprit-il, ces termes doivent à présent vous paraître démodés. Grégory et moi acquiesçâmes de concert, mais nulle moquerie ne traversa notre esprit. Jules Verne lui-même avec beaucoup d'humour, donc il y a un peu un jeu de ping-pong verbal entre nous. Mais pas seulement, il y a toujours du mystère, que ce soit Jules Verne, avec moi aussi. Comme une évidence, le final se déroule dans le huis clos du bureau de Jules Verne, là où sont nées toutes les aventures. Et c'est alors que je vis le couteau de Satania sur le lit. À moitié rouillé, avec une lame tranchante, c'était bien celui de la fillette maléfique. Je ne comprenais pas sa présence. Mon cœur s'emballa. Je m'efforçais toujours de prendre le maximum de précautions pour que mon fils ne puisse se blesser. Direction Dunkerque où le célèbre carnaval bat son plein. Marie-Noëlle Grimaldi, Sébastien Gurac. 1400 invités, 900 bouteilles de champagne au frais, des musiciens officiels et un DJ. La chapelle du port de Dunkerque, c'est la plus importante de la citadelle. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça, mais là vraiment c'est magnifique. Très bonne chapelle, c'est la seule que j'ai à tous les ans. Pour ces 5 heures de folie, le budget total est de 25 000 €. On reçoit aussi bien des patrons, des salariés, des clients, des élus, mais on est traités sur le même pied d'égalité. Et c'est un moment très convivial, justement, ça nous permet d'échanger dans un décor différent. Lors de la bande de la citadelle, toutes les institutions du quartier font chapelle. Terminal métallier, docker, infirmier. Et succès oblige, il faut désormais montrer patte blanche. On va vos bracelets, s'il vous plaît. Nickel. Les petits trafics d'invitation vont bon train. On a tous envie de rentrer, mais il nous manque une place, donc on essaie de partager comme on peut. On coupe le bracelet en deux? En deux, voire en trois, on verra où on en est. Ah, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Enfin, les chapelles d'entreprise permettent aussi aux patrons d'offrir une autre image. Ce soir, tu seras mon lapin. Renaud, en robe bleue, est directeur régional de la Lyonnaise des Eaux. Au départ, j'étais assez timide, mais je m'y suis fait progressivement. C'est un moment où je suis plus du tout le directeur. Je suis juste un fêtard parmi les autres, un Dunkerquois parmi les autres. Ça fait du bien? Ça fait du bien. Et le 19-20 continue. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée. À demain.